Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons aborder les équations macroscopiques et les conditions limites. Alors, jusqu'ici nous avons traité des lois fondamentales des champs magnétiques stationnaires dans les cas en les considérant au sens de l'introduction comme des équations microscopiques. Nous avons supposé que la densité de courant J était une fonction de la position totalement connue. Au niveau macroscopique, c'est rarement le cas. Les atomes contiennent des électrons qui génèrent au niveau atomique des courants dont la densité s'avère rapidement fluctuante. Seule est connue ou pertinente sa moyenne sur un volume macroscopique. En outre, les électrons atomiques possèdent des moments magnétiques associés à leur mouvement orbital. Des moments magnétiques, ils possèdent aussi des moments magnétiques intrinsèques. Tous ces moments donnent naissance à des champs dipolaires qui varient notablement à l'échelle atomique. La procédure de moyennisation des équations microscopiques pour obtenir une description macroscopique des champs magnétiques dans des milieux pondérables sera exposée en détail plus tard. Pour l'instant, comme nous avions fait pour les champs électriques, nous nous bornerons à esquisser les grandes lignes. La première étape consiste à observer que la moyenne de l'équation nabla B microscopique égale 0, sa moyenne donne pour l'induction magnétique macroscopique la même équation. On obtient donc par moyennisation nabla B égale 0. Ensemble, la moyenne commute avec nabla. On peut donc utiliser encore le concept de potentiel vecteur A de x dont le rotationnel donne B. Le grand nombre de molécules ou d'atomes par unité de volume, avec leur moment magnétique petit mi, engendre une magnétisation macroscopique moyenne ou densité de moment magnétique, grand M de x, qui est donnée par somme des NI, somme sur I des NI, moyenne NI, où NI est le nombre moyen par unité de volume de molécules de type I, et la moyenne MI, c'est le moment moléculaire moyen d'un petit volume centré au point X pour ce type de molécule. Outre cette magnétisation globale, nous supposons qu'il existe une densité de courant macroscopique J de X, qui elle ne pose pas de réelle difficulté. Elle se définit par le mouvement des charges libres, et nous avions déjà vu les équations macroscopiques pour les charges, qui est due à la circulation donc, de charges libres dans le milieu, et le potentiel vecteur créé en un point X par un petit volume delta V centré en X' est alors delta à X est égal à mu0 sur 4pi Jx' delta V
sur x moins x prime plus m x prime fois x moins x prime sur x moins x prime au cube delta v. Le second terme est le potentiel vecteur dipolaire. Si on assimile delta v à l'élément macroscopiquement infinitésimal d cube x prime, alors le potentiel total prend la forme d'une intégrale portant sur tout l'espace. A de x est égal à mu0 sur 4pi fois l'intégrale de jx' sur x moins x' plus m x' x moins x' sur x moins x' au cube d cube x'. On peut alors réécrire le terme de magnétisation sous la forme excusez-moi, ici, il faut prendre le produit vectoriel, croix, croix. Voilà. Et donc, l'intégrale de m x' croix x moins x' sur x moins x' au cube d cube x' est égale à l'intégrale de m x' croix nabla prime de 1 sur x moins x' d cube x'. Alors une intégration par partie fait porter le gradient sur la magnétisation et donne une intégrale de surface qui va s'annuler si m de x est localisé dans un matériau de taille finie et suffisamment régulière. Le potentiel vecteur devient alors A de x égale mu0 sur 4pi intégrale de j x plus gradient prime croix m de x' divisé par x moins x'. D cube x', bien sûr. On constate que la magnétisation génère une densité de courant effective, qui est notée Jm égale à nabla croix m, donc le rotationnel de m. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.